Ces rencontres se veulent un lieu rassembleur de partage de connaissances sur des sujets d'actualité en éducation. Mon nom est Martin Riopel, je suis vice-doyen à la recherche de la faculté. C'est avec plaisir que je partage ce moment avec vous. Nous sommes réunis ce soir en compagnie de nos invités et de l'animatrice Annie Charon qui va vous présenter les invités dans un instant. Mais avant, en mon nom personnel et au nom de la faculté, je tiens à vous remercier, chers invités, d'avoir accepté de venir échanger avec nous autour de la thématique « Faire de la recherche sur la pratique réflexive en petite enfance, regard croisé sur des projets innovants ». L'équipe d'Educere souhaite également remercier le comité de la recherche de la faculté pour avoir permis à ce projet de voir le jour. Nous remercions également nos commanditaires, la boulangerie Le Pain dans les Voiles, la cidrerie et les vergers Pedneau, le Conseil des diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation et finalement notre partenaire Polyèdre. En terminant, j'aimerais vous inviter au cocktail qui se tiendra immédiatement après la conférence. Je laisse maintenant la parole à notre animatrice Annie et bien sûr à nos conférenciers et nos conférencières. Bonne soirée à tous. Merci. Je vais commencer sans micro, mais vous me direz si vous m'entendez bien derrière. Ça va? Oui? Alors, je vous souhaite la bienvenue pour cette rencontre Educere. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir à titre d'animatrice. Mon nom est Annie Charon et je suis professeure ici au département didactique de la Faculté d'éducation. Et je suis également un membre co-chercheur au sein de l'équipe en petite enfance, dont plusieurs membres sont présents ici aujourd'hui. Alors, j'aimerais dans un premier temps vous présenter nos invités et je vais faire une petite lecture de leur biographie. Alors, je vais commencer par Nathalie Biguera, qui est professeure titulaire au département didactique de l'UQAM en éducation à la petite enfance et elle est également la directrice scientifique de l'équipe qualité des contextes éducatifs de la petite enfance depuis 2007. Elle a un doctorat en psychologie et professeure externe au département de psychologie de l'UQAM. Ses travaux portent sur la qualité des contextes éducatifs de la petite enfance, les moyens à prendre pour favoriser le développement des enfants en contexte éducatif et l'accès aux services de garde des familles marginalisées. Alors, merci Nathalie d'être présente. Ensuite, nous avons Mme Lise Tétrault, qui est formée en sociologie, en psychologie et en pédagogie. Elle a été directrice de CPE avant de se consacrer à l'enseignement. Elle a mis sur pied un modèle d'enseignement in situ, la halte garderie du cœur, où les professeurs et les éducatrices travaillent directement avec les étudiantes et les familles vulnérables dans une approche fondée sur la pratique réflexive. Merci Mme Tétrault. Alors, nous avons également Mme Joëlle Hériassa. Joëlle Hériassa détient une maîtrise en éducation et s'est spécialisée dans le domaine de l'éducation à la petite enfance. Elle est consultante chez Cassiopée, qui est le centre d'aide et de soutien aux intervenants et organismes en petite enfance. Et dans le cadre de ses fonctions, elle utilise la pratique réflexive en contexte de formation continue auprès d'éducatrices et éducateurs en CPE et en garderie. Merci pour votre présence. Et enfin, nous avons Mme Joanne Leraire, qui est professeure en éducation préscolaire à l'Université du Québec en Outaouais. Elle s'intéresse notamment à la formation initiale et continue des éducatrices en petite enfance et des enseignantes de maternelle, et surtout à comment rendre la pratique réflexive utile quand elle est obligatoire. Elle a publié sur la pratique réflexive chez Cassiopée et collabore au projet d'évaluation du programme de stage innovant de la halte garderie du cœur. Donc, plusieurs liens ici ce soir. Alors, bien, je vous invite à applaudir nos invités pour commencer. Nous allons maintenant commencer la table ronde. Je vous explique le fonctionnement pour celles ou ceux qui sont nouveaux. Dans un premier temps, je vais toujours poser une question à nos invités. Les invités vont y répondre à tour de rôle. Et par la suite, je vais vous donner la parole si vous avez une question à poser en lien avec la thématique de la question. Je vais vous demander de parler fort quand vous allez poser votre question pour qu'on entende bien, mais pour que le reste de la salle entende bien également. Donc, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez vous lever debout, vous nommer et poser votre question par la suite. Je me ferai la gardienne du temps, donc je vous demande d'être précis dans votre question et dans vos réponses, bien entendu, pour qu'on puisse aller rondement et poser toutes les questions qui sont prévues pour la soirée. Alors, je vous remercie beaucoup d'être présent ce soir. Nous allons donc commencer. Je me rassois. Je fais mon invité. Je vais vous laisser le micro. Alors,
Comme première question, on a le goût de vous poser ce soir. Alors, qu'est-ce que la pratique réflexive apporte aux étudiants en formation continue, parce que c'est le cas de certaines d'entre vous, et pour d'autres, aux praticiens en formation continue en petite enfance, donc initiale et continue? D'accord. En fait, moi, je vais commencer par une mise en contexte. J'ai commencé à m'intéresser à la pratique réflexive parce que je travaille dans le domaine de l'éducation à la petite enfance depuis plus de 30 ans. Et en tant que chercheur à l'université, mon rôle est d'animer une équipe de recherche qui s'appelle Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance. Et on s'intéresse beaucoup, en fait, aux moyens de soutenir la qualité dans les services de garde éducatifs. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la pratique réflexive comme un moyen pour accompagner des changements de pratique, pour accompagner une possibilité finalement de hausser les niveaux de qualité dans les services de garde éducatifs. Alors, quand je me suis mis à m'intéresser davantage à cette pratique-là, c'est beaucoup dans le contexte de l'évaluation du programme de la halte garderie du cœur dont Lise va nous parler tout à l'heure, puis dont on va parler plus tard, mais et je me suis évidemment, comme un chercheur, mise à lire sur les écrits du domaine de la pratique réflexive et j'ai découvert tout un champ de recherche extrêmement intéressant, mais ce qui nous intéressait le plus, c'est d'essayer de trouver des stratégies qui favorisent le transfert des connaissances. Parce qu'on sait qu'en formation initiale, en petite enfance en particulier, mais dans beaucoup de domaines de formation, je pense que c'est un problème aussi à l'éducation préscolaire puis dans tous les domaines, l'enjeu du transfert est toujours présent. C'est-à-dire qu'on enseigne des éléments, on enseigne des matières, hein, on enseigne des habiletés, des compétences, mais ça ne se retrouve pas ensuite sur le terrain. Donc, ce n'est pas transféré sur le terrain. Alors, l'idée de l'usage de la pratique réflexive, c'est surtout pour favoriser le transfert des connaissances. Mais en cours de route, ce qu'on se rend compte quand on lit aussi sur le domaine, puis qu'on remonte aux auteurs qui se sont intéressés d'abord à la pratique réflexive, c'est que, en fait, initialement, ça a vraiment été développé puis conçu pour favoriser, en fait, ce qu'on appelle les liens entre la théorie et la pratique. Donc, mieux comprendre pour les gens qui sont en train d'apprendre des notions théoriques, bien, comment ça peut s'opérationnaliser sur le terrain, puis comment on peut aider les gens à comprendre des problèmes complexes, surtout. Puis en éducation, on sait que les problèmes sont complexes, on sait qu'il n'y a pas de recette, hein? On ne travaille pas sur des chaînes de montage, on travaille avec des humains, donc on apprend des principes, mais les problèmes sont souvent complexes, puis les étudiants ont souvent de la difficulté à saisir comment ils peuvent régler certains problèmes quand ils arrivent sur le terrain. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là, moi, je considère, et on pourra en parler tantôt plus sur le terrain, mais que la pratique réflexive, ça favorise une meilleure compréhension chez les étudiants des réalités théoriques, ça leur permet d'analyser des problèmes, des situations qu'ils ne comprennent pas pour résoudre des problèmes, puis trouver des solutions, puis appliquer ça dans l'action par la suite. Prendre du recul, finalement, aussi. Absolument, prendre du recul. Un autre élément aussi qui est abordé dans les écrits, puis ensuite, je vais laisser mes collègues continuer, mais je ne veux pas tout dire. Un autre élément, puis tu m'arrêtes, Annie, hein, quand c'est le temps, mais un autre élément qui est abordé dans les écrits, qui est parfois controversé, c'est que la pratique réflexive, ça permet de développer l'esprit critique chez les étudiants, ça permet de les rendre plus critiques, ça permet, et dans certains modèles, ce qu'on dit même, c'est qu'on doit se rendre à la pensée critique pour avoir atteint la pratique réflexive ou que la pensée critique, c'est l'ultime but de la pratique réflexive. Encore là, il faut définir ce qu'est la pensée critique, mais on peut dire que en fait, la pensée critique dans un domaine comme la petite enfance, ça permet aux étudiants d'être capables d'analyser des situations sans prendre des recettes, parce que souvent, ils cherchent des recettes, il y a des modes, donc sans être soumis à des modes, à des pièges, et d'avoir une pensée critique qui leur permet de se poser et d'analyser en quoi cette situation-là, en quoi ce dispositif-là qu'on me présente va me permettre de répondre aux besoins des enfants, par exemple, parce que c'est souvent ça, leur difficulté. Fait que c'est ce que je pourrais dire pour l'instant. Je ne sais pas qui... Je vous laisse le soin de
Joanne Errand a l'air... Non, ok. Lise, tu veux ajouter du côté pratique? Oui, effectivement. Je vais nommer quelques éléments donc, que j'avais préparés, mais je trouve intéressant pour faire suite à ce que tu dis que vous avez nommé que je suis une ancienne directrice de CPE et c'est à ce titre d'ailleurs que j'avais le questionnement avec mon équipe de comment réfléchir en équipe. Et c'est un modèle de pratique réflexive qui était déjà en place avec mon équipe. Donc pour la suite de mon développement personnel, je suis arrivée à l'enseignement, mais dans mon enseignement, j'avais ce questionnement-là de comment amener mon équipe d'étudiantes vraiment à un niveau de pratique. Alors, on verra un peu plus tard comment j'ai pu développer l'aspect de l'enseignement in situ, mais c'était vraiment pour répondre à des questions qui sont posées quotidiennement. Alors, les étudiantes font très souvent une opposition entre la théorie et la pratique, pour ne nommer que cet aspect-là. Et je trouvais important de pouvoir réconcilier ces aspects-là et les ramener dans le fait que non, ça prend absolument la théorie pour arriver à la pratique, et la pratique ne se fait pas sans la théorie, et ainsi de suite. Alors, donc, le modèle d'enseignement et le fait de travailler en pratique réflexive avec elle permet de réconcilier cet aspect-là. Et ce que ça nous amène comme élément intéressant, ces aspects de la pratique réflexive, je pense à une structure qui est souple, mais qui est organisée et qui oblige l'étudiante à réfléchir, à analyser une situation sous tous ses angles. Alors, de la question « qu'est-ce que je fais ?», elles sont obligées de revoir et de se réorganiser la question pour analyser tous les aspects de la situation, pour en arriver à trouver la bonne intervention à l'intérieur de ce qui est, autant pour une animation, une activité, une interaction avec un enfant ou avec un parent. Et l'étudiant, elle apprend à faire partie intégrante de la situation. Elle apprend à s'observer, elle apprend à développer de la micro-observation. Alors, plus elle observe, plus elle analyse, plus elle s'analyse, plus elle s'analyse, plus elle observe, et elle arrive à découvrir plusieurs aspects extrêmement intéressants qu'elle n'aurait pas vus si elle n'avait pas pris le temps de développer cet aspect-là du questionnement. Elle apprend également à développer son action dans l'action. Alors, ce qui est important au niveau de la pratique réflexive, c'est de défaire les automatismes. Alors, cet aspect-là, on peut vraiment le développer en travaillant de cette façon. Elle prend également conscience de ses réactions personnelles sur le champ, donc, et elle peut vraiment, à ce moment-là, mieux les réajuster. Elles apprennent aussi à réfléchir d'une façon professionnelle, alors à questionner ce que l'on appelle l'habitus en sociologie. Alors, elles apprennent à prendre conscience de leur représentation sociale, de leur rapport à la famille, à la culture, aux autres, quels sont leurs préjugés ou ses préjugés. Et ces représentations ne peuvent pas être changées si elles ne sont pas d'abord prises en compte et questionnées. Alors, c'est la façon. Alors, je me posais la question, comment les amener là? Je vous vois faire, on se comprend. Alors, c'est de cette façon-là qu'on peut arriver à défaire ces fameuses représentations. Alors, Et un autre aspect très intéressant, c'est l'obligation de se questionner en équipe et l'obligation de considérer, comme Nathalie l'a mentionné, la théorie et la pratique. Et vraiment, à ce moment-là, elles cessent de l'opposer, ce qu'elles ont tendance à faire au départ. Et elles sont aussi obligées de considérer les aspects éthiques et sociaux à l'intérieur de leur formation. Alors, dans le DEC en technique d'éducation à l'enfance, il y a des cours de sociologie, il y a des cours de... évidemment, les cours de psycho, ça, elles les intègrent assez bien. Mais si on pense aux cours de philosophie puis aux cours de sociologie, elles arrivent souvent à me dire, mais ça sert à quoi? Et là, quand on analyse des cas, il y a beaucoup de considérations éthiques auxquelles elles doivent réfléchir et des considérations sociales qu'elles doivent remettre en place. Alors, ce sont des éléments très intéressants. Et on quitte enfin c'est quoi le truc? Alors, on lâche le truc, puis on lâche les recettes et on apprend à utiliser des ingrédients. J'ai une question pour vous. Là, on parle beaucoup de la pratique réflexive, mais ces étudiantes-là, elles sont formées à la pratique réflexive, j'imagine. Oui. Donc, est-ce que c'est un cours? Est-ce que c'est à travers... à travers la pratique. La pratique réflexive, c'est un processus. C'est pas un enseignement, là, tu fais ça, en premier, tu fais ça, deuxième, tu fais ça. Non, alors c'est un processus qui est global et c'est un processus qui est long à intégrer. Donc, c'est un processus à la base, là, pour le résumer, c'est plus complexe que ça, là, mais prenons juste un processus de questionnement qui est une habitude
d'observer, de s'observer dans l'action, sur son action, et de développer un processus systématique de questionnement. Alors, résumons-le comme ça. C'est pas mal plus. Donc, c'est à travers la pratique, qu'on les amène à poser sur des questions, j'imagine même avant dans leur planification, pendant l'action, puis après sur exactement. l'action. Mais ce sont toujours des questions. Alors, on ne donne pas de réponse, mais on questionne. Et on questionne et on questionne la question. On renvoie la balle. Excellent. Oui. Alors, c'est apprendre à ne pas donner les réponses. Oui. Mais à les amener à trouver les réponses. Parce que quand on a de l'expérience, on a tendance à vouloir redonner l'information, mais il faut que ça vienne. Non, c'est intéressant de... Merci beaucoup. Okay. Je vais prendre un autre. Bien, je pense que si c'est bien défini ce que c'est la pratique réflexive, je vais apporter quelques précisions et aussi peut-être vous partager mes préoccupations en tant que formatrice. J'accompagne des stagiaires qui font des stages à la maternelle, alors des futures enseignantes, et je donne des cours et j'essaie d'accompagner des praticiennes réflexives, mais c'est pas toujours évident. Alors, premièrement, il y a des clarifications un peu conceptuelles parce qu'on entend parler de plusieurs différents mots ou termes, concepts. On parle de la pratique réflexive, mais il y a un premier niveau de réflexion où on a l'idée de refléter. C'est comme un miroir. Alors, l'étudiante ou la praticienne essaie de transformer en mots, soit à l'oral ou à l'écrit, ce qu'elle vit sur le terrain, sur le plancher avec les enfants. Il y a un prochain niveau on parle plus de la réflexivité. Alors, l'idée que je vais pas seulement refléter un événement que je vis avec un enfant, mais plutôt je vais penser à comment ma pédagogie, ça marche tout ensemble, comment essayer d'intégrer mes émotions, mes expériences, mes préjugés, se questionner, mais aussi ma conception de c'est quoi l'éducation, ça sert à quoi, c'est qui l'enfant, c'est quoi la famille, ça devrait être comment. Puis ensuite, on a ce qu'on appelle la réflexion critique, comme Nathalie a parlé. Alors, c'est là où on commence à vraiment remettre en question les systèmes d'éducation, les systèmes sociétaux. Comment ça se fait que les familles provenant de l'immigration ne semblent pas connaître comment inscrire leur enfant à l'école, par exemple? Et alors là, on commence à vraiment remettre en question puis devenir utiliser une pensée critique. Mais il y a aussi un autre terme qui est plus nouveau, je pense, ou moins connu en éducation à la petite enfance, ça s'appelle la diffraction. Alors là, on n'est plus dans le reflet de l'expérience, mais plutôt dans un peu comme Lise disait, on veut explorer l'expérience de plusieurs facettes. Alors, au lieu juste de dire, mais quelle est la bonne théorie, qu'est-ce qui explique le comportement de l'enfant, mais plutôt, OK, ben si je l'évalue ou je l'analyse avec ce que j'ai appris dans ce cours-là, ou avec cette carte de référence. Ouais, cette carte de référence-ci, mais je vais avoir un portrait de la situation. Mais si j'utilise une autre théorie, ben je vais avoir une autre. Puis si j'utilise une troisième théorie, j'ai une autre perspective. Puis l'idée, c'est vraiment de permettre à l'étudiante ou à l'éducatrice de voir une même situation de plusieurs différentes façons et d'avoir une compréhension plus globale de la situation ou plus nuancée. Puis, j'imagine que le partage avec les pairs aide à voir la situation de différents angles. Oui. Mais ça prend de temps. Puis ça prend d'être libéré en même temps que vos pairs. Ça prend des conditions. Je pense que on va en discuter plus tard. Ouais. Alors, je pense que je vais laisser la parole à Joëlle. Parfait. Merci. C'est sûr que moi, j'ai plus le point de vue des praticiens en formation continue. Le contexte est différent. On est en présence beaucoup moins intensivement. Mais c'est les mêmes réflexions qu'on a, à savoir, ben justement, la formation, qu'elle soit initiale ou continue, de façon théorique, de transmission des connaissances, de façon magistrale. On le sait, c'est démontré par la recherche
depuis belle lurette que le transfert des connaissances ou des compétences est très limité. Donc, dans la pratique réflexive, au niveau de la formation continue, ce qu'on vise, ce qu'on souhaite que les gens retirent de cette expérience-là, c'est vraiment de justement arriver à poser un regard critique sur leur pratique, hein, de justement pas arriver avec des réponses, mais plutôt avec des questions pour qu'elles repartent à la recherche des réponses et des réponses qui seront multiples également parce que chaque situation, avec chaque enfant, avec chaque famille, on peut décupler toutes les sources d'influence sur une situation et, comme Joanne l'a dit, analyser ça de plusieurs façons qui tiennent toute la route selon le cadre de référence qu'on prend. Donc, l'objectif fondamental, du moins à Cassiopée en formation continue, c'est vraiment justement de les amener à poser ce regard critique-là, mais aussi à sortir de l'intuitif, hein, à sortir de ce qu'on va appeler communément les recettes, la recherche de trucs, d'astuces clés en main, si on veut. Mais aussi, ce que ça apporte, ça, au début, ça peut être confrontant. Surtout, bon, en formation continue, en plus, c'est les gens, et c'est pas l'expérience qu'ils ont, hein, et c'est pas l'expérience de scolarisation qu'ils ont. C'est récent, là, dans l'histoire on pose des questions aux apprenants. D'habitude, c'est plus de la transmission. Donc, ça sort des habitudes. Sauf que à force, au début, ça peut être déstabilisant, mais à force, on voit que on gagne en sentiment de compétence, en confiance en soi. Donc, ça augmente aussi la motivation intrinsèque. Fait que ça peut être demandant, mais ça rapporte aussi, si je puis m'exprimer comme ça, pour les praticiennes. Pardon? C'est gratifiant. Oui, c'est gratifiant. Exactement, parce qu'on ne cherche plus les réponses à l'extérieur de nous. On les trouve à l'intérieur de nous avec une compréhension fine à la fois d'une situation ou de ce que vit un enfant, mais à la fois de nous-mêmes aussi. Dans cette situation-là qui, vraisemblablement, on le sait, ne se reproduira plus. Hein? Elle est unique à ce moment-là de notre expérience parce qu'on a l'expérience qu'on a à ce point-là. On est avec un enfant qui est unique, qui a une famille qui est unique, qui est dans un contexte qui ne se reproduira plus. Donc, voilà. C'est très intéressant. À partir des propos portant sur la pratique réflexive en lien avec la formation initiale et continue, est-ce que quelqu'un a une question plus précise à poser ou un commentaire tout à fait? Oui, alors je vous invite à parler fort. Alors, classique, réversible, vous parlez beaucoup dans les cours, donc théorique, en stage aussi. Donc, est-ce que c'est... La question s'adresse à moi? Ben, en fait, à... Tout le panel. En fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous commencez donc dans les cours théoriques, ensuite vous poursuivez en stage et vous faites la continuité en milieu de travail? Nos pratiques réflexives ne sont pas interconnectées entre elles. Donc, dans mon cas, personnellement, c'est en formation continue uniquement. C'est sûr que ça m'aiderait, moi, dans mon travail, s'il était formé en pratique réflexive, en formation initiale. Je t'ai fait des clins d'œil. mais oui, c'est ça. Mais donc, des fois, effectivement, il y a des coupures, à savoir qu'en formation initiale, ils n'ont pas été formés en pratique réflexive. Donc, d'où le choc dont je parlais tantôt, des fois, au premier contact de la pratique réflexive. Mais inversement aussi, des fois, ils sont formés en formation initiale, puis dans la suite de leur carrière professionnelle, il n'y en a plus. Il y a une rupture là. Donc, on a du boulot à faire encore. Tu pourrais y aller avec comment ça se Alors, passe chez vous? bon, nous, le DEC a été développé d'une façon plus réflexive, mais la pratique réflexive se développe mieux quand on est tout à fait dans le réel. Alors, chez nous, c'est 2 jours semaine, pendant 12 semaines à la 5e et à la 6e session. Les étudiantes sont avec les enfants entre 9h et 15h30 et nous, les professeurs, nous sommes sur place avec elles directement toute la journée avec une éducatrice diplômée. Alors, Quel cégep, je sais? Saint-Hyacinthe. Oui, c'est vrai, on n'avait pas nommé le cégep Saint-Hyacinthe. Cégep de Saint-Hyacinthe. Alors, nous, c'est comme ça que nous enseignons la pratique réflexive. Et, bon, on pourra revenir sur les conditions, là, ça prend du temps pour former, mais c'est comme ça qu'on l'enseigne, dans le vrai.
Je vous remercie pour votre question. Monsieur, je vous donne la parole. Je vais poser peut-être une question, peut-être hypothétique. Je sais que ça ne se fait pas au niveau de la sélection, mais s'il s'agit d'établir une grille au niveau de la sélection des éducatrices, des éducateurs réfléchis, ce serait quoi les éléments qui vont refléter ce personnel qui a cette capacité de réfléchir en action? On entre dans la deuxième question. Les conditions d'implantation. Est-ce que vous souhaitez qu'on garde en suspens la question de monsieur ou vous voudriez ajouter quelques petits? Peut-être une portion sans rentrer dans la deuxième question. Dans l'aspect de formation, je vais encore y aller avec dans notre cégep, il n'y a pas de critères spécifiques. Là. On ne demande pas à une étudiante forte théoriquement de participer. Là, alors, c'est toute étudiante qui est en formation va bénéficier de cette formation-là. Bon, malheureusement, on n'est pas capable de la proposer aux 50 étudiantes. On n'a pas encore de la place pour tout le monde, donc dans sa portion pratique de la halte. Mais dans le choix de celles qui viennent à la halte, il faut qu'elles désirent. Alors, souvent, elles aiment relever des défis, alors elles vont y appliquer. On réussit à à l'intérieur de ça, on choisit les étudiantes, mais dans le sens de quels sont leurs besoins. Alors, l'aspect académique n'est pas on n'en tient pas compte. Alors, on ne prend pas les meilleurs ou les plus faibles théoriquement ou les plus fortes théoriquement. Alors, on prend des étudiants qui vont manifester des besoins particuliers dans le sens. En deuxième stage, elle a eu de la difficulté à travailler avec les parents des enfants. Alors, c'est une très bonne candidate pour venir faire peaufiner ce travail-là à la halte garderie. C'est dans ce sens-là que le choix peut se faire. Ça me répond en partie à votre question. J'ajoute en fait, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ne pas juger la capacité de réflexion. Les éducatrices, tout comme les enfants, sont rendus à différents stades, niveaux. Puis il n'y a pas une bonne... Il y a certaines qui sont bonnes à employer la pratique réflexive dans certaines situations, mais pas dans d'autres. Alors, je pense que, en fait, quand on va parler des conditions, il y a l'idée de ne pas se sentir jugé. Puis, J'imagine qu'on va avoir bientôt d'autres réponses. Je vais prendre une dernière question. Madame Brodeur? Merci d'avoir organisé cette ronde sur la pratique effective au préscolaire. Je trouve que c'est un endroit où on n'en entend pas souvent parler. Je trouve que c'est original, c'est une belle idée. Je pense que c'est inspirant à la fois pour la maternelle et à la fois aussi pour les CPE. Peut-être juste vous signaler que la semaine passée, à la faculté, il y a eu une soutenance de thèse par Marie Garot, qui est rendue maintenant conseillère pédagogique. C'est très intéressant sur pratique réflexive et justement stage. Donc, je pense que je vous encourage à aller la regarder. Je pense qu'il y a une belle recension d'écrits assez récente. Ça m'amènerait à vous poser une question. Est-ce que vous avez l'impression, au niveau du référentiel de compétences des enseignants qui est là actuellement, que justement cette dimension-là, elle est assez explicitée par rapport à la formation initiale au niveau de la pratique réflexive? Au niveau du collégial, je connais moins. Je ne sais pas si vous avez l'équivalent d'un référentiel de compétences. Et c'est cette idée, dans le fond, pour l'ensemble du Québec en enseignement, on sait qu'on a ce référentiel-là qui est très guidant. Puis au bout du collégial, je ne sais pas si vous avez quelque chose qui est équivalent. Dans les deux cas, avez-vous l'impression que c'est suffisamment soutenant par rapport à la pratique réflexive ou si justement on sait que les référentiels de compétences pour la formation des enseignants vont être actualisés, il devrait y avoir une attention plus grande par rapport à cette dimension-là? Joanne pourrait parler. Oui, mais en fait, je suis allée regarder le guide des 12 compétences enseignantes aujourd'hui, puis pour voir exactement la place de la pratique réflexive. Puis en fait, c'est une sous-composante d'une des 12 compétences. Il y a à peu près ça fait partie d'une compétence au complet sur... je pense que c'est... en tout cas, quelque chose héritier. Mais en fait, on parle de l'importance... ça se peut. En tout cas, je ne suis pas certaine. Donc, pour ceux qui la connaissent bien, c'est la compétence 1 qui est surtout axée sur le passage de la culture, héritier de culture. Je ne me rappelle pas de la formulation par cœur. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, il parle de l'importance de la pratique réflexive. Puis, je suis allée regarder dans les 12 compétences, puis je n'ai pas trouvé l'équivalent, mais
pour les éducatrices. Chez les éducatrices, il y en a 22. Oui, je sais. Mais il n'y en a pas une qui porte spécifiquement sur la pratique réflexive. Le troisième. Mais c'est... Alors, pour nous, parce que... Oui, pour être une enseignante professionnelle, il faut être une professionnelle qui réfléchit. Et puis, là, ça, on ne voit, parce que je n'ai pas répondu à l'autre question par rapport à la formation initiale, mais nous, à l'UQO, ça fait partie de beaucoup de cours, puis c'est quelque chose qui est vu en cours avant, parce que les étudiantes ne partent pas en stage avant leur deuxième session. Alors, il y a toujours des travaux qui obligent la réflexion, mais qui sont des travaux réflexifs qui mènent les étudiantes à former leur identité professionnelle, à porter un regard réflexif, faire des liens entre leurs expériences, leurs croyances et les théories qu'elles sont en train de lire. Mais souvent, il y a une grande préoccupation pour les notes. Alors, c'est obligatoire. C'est écrit dans le référentiel, il faut être une praticienne réflexive. C'est dans nos grilles d'évaluation des stages. Alors, qu'est-ce que j'écris pour démontrer, pour remplir la bonne réponse, pour démontrer que je suis une bonne praticienne réflexive? Si je manie bien l'écrit, je vais m'en sortir. Oui, c'est ça. On répond aux attentes scolaires au lieu de développer notre pratique réflexive. C'est dur à évaluer la pratique réflexive parce que, comme Joanne le disait tantôt, ils ne sont pas tous au même niveau, puis il faut respecter où ils en sont individuellement. Pour poser des questions. Donc, voilà. OK. Je vous remercie. Je vous propose de boucler pour cette première partie. Je vais enchaîner avec la deuxième question. Alors, et ça va répondre sûrement aux besoins de monsieur aussi. Quelles sont les conditions qui sont à réunir pour pour faire une implantation réussie de la pratique réflexive en formation, tant initiale et continue, dans le domaine de la petite enfance? Alors, quelles sont ces conditions? Je peux picher? Ben oui, c'est En fait, moi, je suis allée encore du côté de la littérature. Et bonne scientifique. Oui. Puis, on pourrait parler de plein de choses. Je vais aborder... Il y a comme 3 grandes catégories qui semblent importantes. Il y a les caractéristiques des accompagnateurs, les moyens ou les stratégies qui sont mis en place. Il y a certaines stratégies qui seraient particulièrement positives ou efficaces. Puis, il y a aussi les caractéristiques des étudiants ou des apprenants certaines caractéristiques peuvent être des conditions de réussite. Donc, je vais les aborder un peu de manière Commençons par les accompagnateurs. Commençons par les accompagnateurs parce qu'en fait, la pratique réflexive, c'est ça se développe pas tout seul. On a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être guidé. Et ce qui est beaucoup nommé dans les textes, c'est que c'est exigeant de guider, d'accompagner, de soutenir la pratique réflexive chez les praticiens ou les futurs praticiens ou les apprenants. Donc, c'est surtout, puis vous en avez parlé, on est dans une posture où on ne donne pas la bonne réponse, on pose des questions. Et c'est très confrontant cognitivement et ça génère chez les apprenants souvent une certaine insécurité, qui peut devenir de l'anxiété, puis même de l'agressivité au départ avec les apprenants. On les déstabilise, puis on leur donne pas la bonne réponse. Donc, oui, mais dis-moi-les quoi faire. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais dis-moi-les, tu le sais. Mais non, regarde, j'aimerais ça que... Oui, mais Lise va vous donner un exemple bien intéressant après, mais c'est ce que je voulais dire, en fait, au niveau des caractéristiques. Puis, évidemment, quelque chose qui peut paraître évident, c'est d'être soi-même un praticien réflexif pour accompagner la pratique réflexive. Et ça, on le prend. On ne faut pas le prendre pour acquis, tu sais. Puis, prêcher par l'exemple. Oui, prêcher par l'exemple. Puis c'est que les gens
Ça s'improvise pas, ça non plus. Donc, il faut l'avoir développé, il faut avoir une certaine capacité d'auto-analyse, de l'expérience, d'en faire soi-même pour ses propres pratiques. Donc, c'est certains éléments, il y en avait plein d'autres, là, mais j'ai choisi ceux-là. Au niveau des moyens, ben il y en a déjà, ça a été dit, puis je pense que plein de monde vont le dire, puis tantôt, les dames disaient oui, ça prend du temps. Il faut se donner du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Bon, OK, gang, aujourd'hui, on fait de la pratique réflexive. Go, on s'assoit, on y va. C'est pas comme ça. Ça prend du temps, puis d'abord, il faut installer un climat de confiance. Il faut installer il faut que les gens se sentent à l'aise de partager, parce que quand on fait de la pratique réflexive, on partage nos questionnements intimes. Oui. Moi, j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné, je sais pas quoi faire. Puis, je me sens pas bonne quand je sais pas quoi faire. Hein? Je voudrais savoir quoi faire tout de suite du premier coup. Donc, c'est important que l'accompagnateur a un rôle à jouer pour mettre les gens en confiance, mais l'accompagnateur doit être aussi capable d'animer le groupe pour que les gens se sentent à l'aise de partager. Donc, il faut établir certaines choses, certaines bases au niveau des règles de fonctionnement, travail en équipe avant. Un climat de confiance où on met les jugements, préjugés de côté. C'est ça. Puis encore une fois, c'est pas une recette magique. On peut pas dire, j'arrive jour 1, on fait le climat de confiance, jour 2, on commence à parler de ça, jour 3. Non, c'est pas un programme, c'est ça, ça se développe avec le temps, on travaille ensemble, on apprend à se connaître, on apprend à s'entraider, on apprend à se faire confiance et on apprend à partager. Et il faut être capable de permettre dans le groupe tant l'expression des émotions positives que négatives. Et ça, l'expression des émotions négatives, on n'est pas toujours très à l'aise avec ça. En tout cas, au départ, que les gens sont plus gênés. C'est ça. Puis à un moment donné, s'installe un climat Lise va pouvoir vous raconter comment ça se passe, mais c'est oui. Puis ensuite, on sait qu'il y a certaines stratégies qui ont été identifiées comme étant particulièrement efficaces. À la halte garderie, ils utilisent beaucoup la technique des incidents critiques. Donc, on met en place, on identifie un incident qui s'est produit, puis on l'analyse, on le raconte, on le décrit, puis on l'analyse ensemble. Mais il y a différentes stratégies qui sont utilisées dans la littérature. On recommande, ça peut être le journal de bord qui est rempli par les gens quotidiennement pour pouvoir revenir sur les choses. Ça peut être l'autobiographie. Les métaphores sont beaucoup utilisées aussi. Puis je pense que c'est particulièrement efficace, la métaphore, parce que pour les praticiens, ça permet de faire un lien entre la théorie et la pratique. Les groupes de soutien aussi, d'entraide, co-développement, un peu plus en formation continue, ça peut être particulièrement efficace. Puis, en fait, j'arrive à la dernière partie qui est les caractéristiques des apprenants qui font plus facilement de la pratique réflexive, mais je veux que vous entendiez que tout le monde peut l'apprendre, puis tout le monde peut le développer. Puis moi, je considère justement que les étudiantes qu'on dit plus faibles sont particulièrement des bonnes candidates à faire de la pratique réflexive, parce que pour eux, ils ont encore plus besoin de faire le lien avec la pratique. Pour eux, l'apprentissage va partir par de la pratique, puis ça va être très, très aidant. Mais ce qu'on dit dans les écrits, c'est que ça prend une certaine ouverture d'esprit. Hein? Il y a une capacité de se mettre à la place de l'autre dans notre vie, donc une certaine forme d'empathie. En même temps, ce qu'on a constaté, c'est que c'est difficile de voir qu'est-ce qui crée quoi, parce qu'on voit aussi dans l'approche à la halte que faire la pratique réflexive développe aussi l'empathie. Fait que qu'est-ce qui influence l'autre, c'est encore difficile à dire. Puis, il faut aussi que les gens soient capables d'avoir une certaine capacité d'attribution interne. Ça m'appartient, c'est pas toute la faute des autres. Là. Si tu veux regarder les choses qui changent, si tu remets toujours la faute sur les parents ou toujours la faute sur tes collègues, tu n'avanceras pas. Puis c'est pas vrai, là, dans une situation, il y a toujours plusieurs personnes qui sont impliquées. Puis, dernier élément, puis j'arrête après, puis je laisse parler les autres, mais il y a la curiosité intellectuelle. Il faut avoir le désir de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, le désir d'apprendre, d'expliquer les choses, comme disait tantôt Joanne, sous plusieurs points de vue, plusieurs aspects. Aller se replonger peut-être ce qu'on a appris dans la théorie. Absolument. Pour voir si on peut se rattacher à quelque chose. C'est un autre élément qui est particulièrement
efficace, mais on se rend compte que quand on en fait faire dans le cadre d'un stage, puis que c'est obligatoire, c'est dans la méthode, bien, ils le développent aussi, cette curiosité-là, parce qu'ils en font, puis ils découvrent que ça les amène vers ça aussi. Fait que là, fou la poule, encore une fois, c'est difficile à dire. Mais je pense que tu peux continuer. Parler de la vraie vie. On a comme des exemples pour illustrer. Comme tu l'as bien mentionné, je pense que ton exemple était extrêmement pertinent. C'est exactement ça qui est vécu. C'était amusant de t'entendre. C'est ça la réalité. C'est complet. Je pense que tu en as vu aussi. Je dirais que ça prend 3 conditions particulières là, pour mettre en place, pour réunir pour une implantation réussie. Alors, ce sont des conditions particulières sur le plan matériel, cognitif et humain. Et puis, je vais y aller sur le plan humain. Et, quand on rencontre les familles à la première journée, on a eu un peu l'historique des familles. Alors, on connaît un peu les enfants que l'on va recevoir. Je pense que je vais devoir mentionner qu'à la halte, pour que les étudiantes puissent bien s'exercer à travailler auprès des enfants, on reçoit des clientèles particulières, clientèle du centre jeunesse, du CLSC, de la maison de la famille et du centre de pédiatrie sociale. Alors, ce sont uniquement des enfants c'est le 100% de la clientèle que vous recevez dans vos services de garde, qui peut composer 15, 20, 30% ou 40% de votre clientèle, on reçoit le 100% de cette clientèle-là. Alors, l'idée est justement que les étudiantes puissent s'exercer avec cette clientèle, justement, donc, et qu'elles ne puissent pas dire, quand elles arrivent dans vos milieux, je ne l'ai jamais vu. Alors, il l'a entendu 3 ans. Alors là, elles les ont vus sous tous les angles. Mon plus grand plaisir, le premier matin, notre plus grand plaisir comme équipe de professeurs, quand le premier matin, les enfants arrivent et que là, l'étudiante nous dit « Mais qu'est-ce qu'il a? » C'est que je puisse lui dire « Je ne sais pas plus que toi. » Et là, je devrais avoir la réponse, mais non, je ne l'ai pas la réponse. Alors ça, c'est un élément qui est extrêmement intéressant. Donc, ça veut dire qu'il y a des conditions humaines chez les professeurs aussi là, que ça peut prendre. Et puis, comme le disait si bien Nathalie, c'est pas nécessairement tout le monde là, qui va être apte, qui va être dans une position professionnelle telle qu'il va être capable de faire ça et de se sentir à l'aise devant les étudiants de ne pas savoir. Alors, comme condition matérielle, simplement, je dirais, ça prend des locaux et du temps. Parce que c'est long former des étudiants réflexifs. Alors, le passage du quantitatif au qualitatif, donc que ça devienne sa pratique personnelle, donc que l'automatisme de se questionner se développe, ça prend du temps. Alors, moi, quand je vois des étudiantes qui me disent, à qui j'ai enseigné, qui me disent, dernièrement, j'avais un problème avec un enfant, là, j'en venais pas à bout, je me dis, quelle question Lise me poserait? Je trouve ça amusant de réentendre ça. Elle se l'est appropriée. Qu'elle m'utilise encore pour trouver le moyen de se questionner, ça n'a pas d'importance, c'est qu'elle se questionne. Sur le plan cognitif, pour le professeur qui veut le faire, ça prend la connaissance des processus, évidemment, de la pratique réflexive, une certaine maturité intellectuelle, une certaine maturité affective, donc d'avoir réglé certains éléments pour soi. J'entends, moi, des fois, j'ai déjà entendu des concerts qui me disaient, les familles que vous recevez, c'est mon enfance. Alors, je n'ai pas encore cette distance-là pour pouvoir travailler avec cette clientèle. Alors ça, c'est important d'être capable de reconnaître cet aspect-là. Donc, ça prend une certaine connaissance de soi, là, puis avoir réglé certains éléments avec ça pour conserver cette distance émotive. Ça prend une grande flexibilité cognitive et organisationnelle. Il faut aimer conjuguer avec l'imprévu. Alors, je ne suis pas dans ma petite classe avec des étudiants qui peuvent s'endormir ou non, alors je suis dans l'imprévu je ne sais pas comment l'enfant va réagir et comment le parent va réagir, comment l'étudiante va réagir. Alors, il faut aimer conjuguer avec cet imprévu. Il faut également générer des solutions sur le champ, malgré tout. Alors, mais évidemment, les ayant quand même analysés, faut être à jour dans ses connaissances et il faut accepter de ne pas avoir la réponse. Il faut renoncer à gaver les étudiantes de savoir théorique. Alors, je pèse bien mes mots ici. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas leur enseigner théorie, mais il faut renoncer à les gaver de théorie, mais créer les conditions qui vont les amener à vouloir la connaître, cette théorie-là. Et bien souvent aussi, il faut créer les conditions où on va leur dire « retourne lire telle chose » ou juste « comment tu penses que tu pourrais retrouver l'information? » Et là, je vais aller relire mon... Et voilà, j'ai vu ça. Alors, mais créer les conditions qui vont leur donner le désir de poursuivre sur cet aspect-là. Et je vous dis que ça fonctionne. À un moment donné, on les réfère où elles trouvent un chapitre de livre, finalement, c'est tout le livre qu'elles ont lu.
Alors, ça se produit. Et c'est pas des étudiantes qui sont particulièrement des grandes lectrices? Non, absolument. Non, ce n'est pas le cas. Du point de vue humain, je vais finir là-dessus. Donc, ça prend une sensibilité empathique, ça prend une maturité émotive, ça prend une cohérence, ça prend une certaine transparence. Il faut mettre son ego de côté. Il faut accepter de se commettre devant les étudiants, il faut accepter de se remettre en question et de se faire remettre en question. Alors, nous, dans l'équipe, alors, quand on fait les retours avec les étudiantes, ma consoeur est là avec moi, puis on fait, oui, telle chose, alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour telle raison, et on fait l'analyse devant les étudiantes. Où on est devant les étudiantes, on regarde un cas, puis on ne sait pas. Là, on l'a dit, regardez, là, on ne sait pas, on ne comprend pas, là. Alors, voici les questions qu'on va se poser pour arriver à régler les choses. Un aspect important, c'est aussi la correction des manques, c'est un processus de l'apprentissage. Alors, il faut reconnaître que la correction des manques, c'est un processus de l'apprentissage et il faut reconnaître l'aspect positif de l'erreur dans l'apprentissage. Je trouve ça vraiment très intéressant, le fait que vous modélisez devant les étudiants, parce que des fois, la modélisation, c'est ça qui est gagnant. Oui. On se pose telle question, donc dans un futur contexte, on peut, comme l'étudiant, je reprends les questions, qu'est-ce que ça disait, Lise? Puis donc, c'est ça la modélisation, je trouve ça très bien. Puis avoir un rapport à l'erreur positif. Oui. Parce que c'est pas parce qu'on sait pas quoi faire au contraire, ce qui est bon, c'est se dire qu'est-ce que je fais, puis j'ai besoin d'aide. Oui. Et James Joyce qui disait les erreurs sont les portes de la découverte. Notez ça. Mais c'est vraiment inspirant d'écouter, d'entendre, parce que là, tu viens de nommer certains concepts, mais il y a d'autres éléments qui sont là qu'on n'a pas tous dans nos contextes. Alors, le fait d'être deux, de co-enseigner devant, nous, souvent, on a cette possibilité avec la supervision de stage. Alors, il y a un superviseur de stage, il y a l'enseignante associée et il y a le stagiaire. Mais ça prend de temps afin de développer une relation avec cette... j'ai supervisé 8 stagiaires cette année. J'avais 8 enseignantes associées différents. Certaines avec qui j'étais tout à fait d'accord avec leur façon d'enseigner, puis d'autres où je suis vraiment... la phase de gestion de classe, il y avait des éléments qui clochaient, puis on ne serait jamais capable de... Alors, j'ai plus des contre-exemples. Il y a aussi le fait que nos étudiantes qui arrivent, s'ils viennent directement du cégep et qui n'ont pas nécessairement suivi une formation en technique d'éducation à l'enfance, alors ils n'ont pas beaucoup d'expérience dans leur domaine. Parce qu'ils arrivent à l'université dans c'est ça. Mais c'est ça, ça prend de temps. Puis souvent, nos stagiaires, les enseignantes qui débutent sont en mode survie. Mais c'est vrai, ils sont seuls avec 20 enfants. Puis c'est encore une fois pas les meilleures conditions pour être capable de prendre de recul puis de penser à tous les différents éléments de leurs interventions avec les enfants. Le temps. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps avec une collègue ou avec une équipe de collègues pour s'asseoir? Est-ce qu'on, dans nos cours, il y a un cours que je donne à 60, 70 étudiants à la fois, mais c'est pas les meilleures conditions pour créer ce climat de confiance, de partage, d'ouverture. C'est pas idéal dans un auditorium avec des poteaux au milieu. Puis, l'autre chose qui est importante, c'est vraiment, je vais le répéter, je l'ai déjà dit, mais c'est un climat de non-jugement. Puis, c'est vraiment difficile d'établir à l'université quand les étudiants sont tellement préoccupés par les notes, mais même en situation de carrière, il y a une préoccupation de jugement des collègues, il y a une préoccupation de jugement du directeur. Alors, il faut vraiment trouver une façon de mettre les gens à l'aise. Puis, c'est un bel exemple. Je vais donner votre parole et je vous donne la parole en premier. Je rebondissais sur votre propos.
La réalité en formation continue, elle est différente un peu parce que, comme je l'expliquais tantôt, les moments où on est avec les éducatrices sont courts, sont très courts. Hein? C'est des formations de 6 heures, des ateliers de 3 heures ou quelques mois. C'est très ponctuel. C'est très ponctuel. Donc, pour que la démarche, ou plutôt, la pratique réflexive s'implante dans un milieu, il y a plusieurs conditions à réunir. Puis d'ailleurs, j'aimerais préciser que c'est vraiment une posture professionnelle. Hein? C'est pas juste, tu sais, pour s'éloigner encore là des éléments gagnants ou des éléments clés. C'est pas un checklist à faire puis dire, OK, si on coche toutes les cases, on est des praticiens réflexifs. C'est une posture professionnelle. Et puis, dans le contexte particulièrement des services de garde, des CPE, actuellement, le temps et l'espace pour faire de la pratique réflexive est coupé dramatiquement. Donc, on utilise souvent une image avec SCEP d'un casse-tête où on a juste une case de libre pour déplacer les morceaux. Mais si la case est plus libre, ben ça bouge plus. Hein? On peut plus faire l'image du casse-tête. Donc, ce petit trou-là où on a cet espace-là pour s'arrêter, réfléchir, se questionner nos collègues, recevoir les questionnements des collègues. Réfléchir à ce retour-là, exactement, est essentiel. Donc, il faut vraiment le créer, ce temps-là, ce moment pour le recul, pour donner place à ce processus d'analyse-là. Puis souvent, à cause du contexte, on escamote certaines étapes de la pratique réflexive. On constate une situation, puis on trouve la solution. On oublie toute la partie réflexive, l'analyse. Puis donc, cet espace-là est important pour ça. Puis pour les praticiens, les gens des milieux qui sont là, qui verront peut-être éventuellement la conférence, il faut les prévoir, il faut les organiser, ces moments-là. Ils ne se présenteront pas spontanément. Il faut les réfléchir, puis il faut se donner cet espace-là pour permettre cette réflexion-là, cette analyse-là. Et puis, au niveau de l'accompagnement, ce qui est essentiel, on a, sans se parler, on a à peu près les mêmes points, là. Pour ce qui est de l'accompagnement, ça a tout été dit, mais je trouve ça important de revenir le respect du rythme des individus. Hein, autant qu'on leur demande de ne pas chercher des solutions clés en main, mais il faut être aussi, quand on accompagne les gens, dans cette posture-là. Donc, le respect du rythme, puis dans un groupe, mais ils n'auront pas tous le même rythme. Hein. Ils ne vont pas tous cheminer à la même vitesse, mais c'est porteur en même temps, parce que ceux qui vont plus vite peuvent pousser les autres. Ceux qui vont moins vite peuvent dire « Oh là, prends le temps un peu ». Donc, c'est porteur, mais il faut savoir saisir ces moments-là pour leur donner l'espace de vivre puis de s'épanouir, si on veut. Donc, le respect des limites, un peu aussi dans la même veine de ce que Lise disait, le rapport à l'erreur, d'accepter l'autre tel qu'il est, pas comme moi je voudrais qu'il soit. Mais c'est vrai pour les collègues, pour les gens qui sont en position d'autorité, mais pour les parents, les enfants, tous les gens avec qui... C'est des relations humaines, hein, l'enseignement, l'éducation. Donc, c'est ça, respecter le chemin qu'empruntent les gens aussi, qui n'est pas le même que nous. Exactement. Puis le but, c'est de créer des conflits cognitifs. Hein? Donc, de se dire, oups, OK, il se passe quelque chose. Puis quand il y a un conflit cognitif, on ne peut plus continuer à faire comme on faisait avant. Il y a nécessairement une adaptation qui se produit. Puis c'est ça qu'on veut dans la pratique réflexive. Donc, voilà mon petit bout que j'avais ajouté. Je trouve ça intéressant. J'aime beaucoup ton terme de développement, de la posture réflexive. Donc, un développement, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est continu. C'est continu. On n'y arrive jamais. Hein. Oui, on peut toujours s'améliorer. Il y a toujours place à l'amélioration. Mais l'auteur que je lisais, elle disait la pratique réflexive, c'est pas une méthode, c'est une façon de vivre. Oui, exactement. Donc, c'est un mode de vie. Oui, tout à fait.
Alors, je vais vous donner la parole et je vous donne la parole, madame, en premier, étant donné que je vous ai coupé à la première. Allez-y. Merci beaucoup. Nous, on accompagne les éducatrices donc en formation continue dans les CPE. En ce moment, on n'est pas très loin de chez vous, d'ailleurs. Oh, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Merci. Donc, on accompagne le développement continu, on va dire, d'éducatrices sur le terrain, donc des professionnels en petite enfance. Puis, parallèlement, j'ai la chance aussi de développer un programme dans le milieu de la jeunesse pour les coachs sportifs qui interviennent dans les écoles secondaires pour l'organisme pour 3 points, qui est basé justement sur cette approche réflexive. Je trouvais ça intéressant en parallèle parce qu'en fait, de toute façon, on passait de l'enfance à la jeunesse. Mais ce que j'aimais pour moi, c'était de voir la pratique réflexive aussi dans un facteur de performance sportive. Dans le contexte de basket, de soccer, futsal ou autre, où il faut gagner quand même. Donc, les intervenants, donc les coachs qui coachent les jeunes, sont toujours avec cette dualité justement de gagner et de réfléchir sur ma pratique, quoi que ce soit. Ce que je voulais mettre de l'avant, c'est qu'effectivement, ce que je vois, c'est effectivement, ça permet cette contextualisation, donc cette construction des savoirs. Mais ce que je voyais aussi dans nos accompagnements, c'est à quel point on soutient la construction identitaire personnelle et professionnelle. Parce que effectivement, l'éducatrice ou l'intervenant sportif, il voudra bien commencer à réfléchir si déjà au niveau aussi de sa sécurité, puis son sentiment d'efficacité personnelle, il est là, il augmente, il se développe. Donc dans la posture d'accompagnement, ce qu'on a vu avec ma collègue et les autres collègues de Pour 3 points, c'est aussi d'accompagner et de considérer où est-ce qu'il en est dans comment la personne se voit. Donc la pratique réflexive permet cette conscience de soi comme individu et de fait même cette conscience de soi en tant que professionnel. Je pense que c'est la Suisse avec l'université de Trois-Rivières qui a travaillé justement dans un bac en enseignement sur la pédagogie différenciée, je crois que c'est ça le terme, où justement ils se sont interrogés sur la conscience de soi. Donc qui je suis comme personne fera de qui j'aurai une meilleure connaissance de qui je suis comme enseignant. On dit qu'on est notre propre outil de travail. Et je vois qu'au-delà de la construction de ce genre, je pense qu'il y a cet esprit. Nous on l'a vu avec les personnes qu'on a accompagnées. D'un seul coup, il y a comme quelque chose qui se passe. À partir du moment où on dit « Ah, wow, c'est ça que je suis, pas je suis bonne ou pas bonne. » On dépasse ça. Voilà qui je suis. Puis là, effectivement, j'ai envie d'aller plus loin et d'avancer. Mais en tant qu'accompagnateur, dans cette posture empathique, de soutenir la personne pour qu'elle augmente son sentiment d'efficacité personnelle, je crois que c'est Bondois qui le mentionnait, est vraiment très important parce que c'est ça le temps que ça prend aussi. Si je me sens pas compétente et puis si j'ai des gros problèmes, parce que c'est des gros problèmes, c'est vraiment ça, j'aurais pas envie de me partir dans un truc où je sais qu'il va falloir que je me pose des questions, que ça va me prendre des mois à trouver, mais de toute façon je suis pas bonne et quoi que ce soit, donc de le travailler en parallèle et c'est vrai que dans les programmes de formation, cette notion d'identité personnelle versus identité professionnelle, je l'ai cherché moi aussi dans le curriculum de compétences et je l'ai pas vu. Je le vois pas. C'est intéressant vos propos, puis ça m'amène à reprendre 2 aspects qui ont été traités, notamment les habitus. Quand on connaît nos habitus, parce que les habitus, c'est forgé de notre environnement familial, social, scolaire. Donc, ça a évolué depuis qu'on... C'est notre personnalité et personnelle. Et personnelle, donc, dans le sens dans les résonances internes. Alors oui, comment on reçoit tout ça, exactement. Donc, il faut être conscient de nos... Oui, exactement. Comme vous disiez, là, je proviens de ce milieu-là, c'est de se connaître et de connaître ses limites. Puis vous parlez aussi beaucoup de l'identité professionnelle. On a fait une petite porte d'entrée tout à l'heure. On va peut-être avoir le temps d'en parler davantage, mais c'est vrai qu'il y a tous ces aspects-là. Donc, 2 contextes, en sport et en milieu scolaire. Milieu scolaire. Dans l'éducation, hein? Exactement. Ça serait pas. L'éducation par le sport. Parfait. Je pense qu'il y avait quelqu'un juste à côté. C'est simplement un commentaire de ce que Joël avait apporté. Moi, je suis éducatrice en CPE. Parfois, j'accompagne des stagiaires qui viennent, dans le fond, faire leur formation. C'est intéressant de parler des pratiques réflexives, de la place des professionnels en éducation, puis faire les constats actuels de nos services de garde, que malheureusement, à cause des coupures, à cause du virage des directions qui sont en train de prendre, les professionnels de la petite enfance, les rôles de pratiques réflexives, les rôles de spécialistes de la petite enfance, là, il est en train
avoir une difficulté quand on dit il faut que nos connaissances, il faut savoir les intégrer dans la pratique. C'est difficile dans le contexte actuel, alors qu'il y a des coupures, alors que la place des éducatrices, entre autres, c'est en train de s'être reléguée à des simples exécutants. Comment on peut jouer notre rôle d'expert en petit enfant, comment on peut jouer notre rôle auquel on a été formé. C'est que ça, c'est important peut-être de se le dire, puis de sensibiliser aussi les étudiants, parce que c'est sûr que nous autres, quand on a étudié, quand on accompagne, ben, c'est tout le temps là. Bon, il ne faut pas avoir des recettes toutes faites, il faut prendre le temps. On dit dans notre programme éducatif, chaque enfant est unique, chaque adulte est unique, chaque famille est unique. Mais comment, avec les moyens matériels et humains actuels dans notre réseau, comment est-ce qu'on peut faire réellement notre travail? Madame, à côté, vous voulez rebondir là-dessus? Ad hoc sur... parce que j'ai une dame aussi qui avait... après, ça va... OK, alors je vous laisse intervenir. Allez-y. Moi aussi, je veux juste commenter. Moi aussi, je suis une éducatrice en centre de la petite enfance. Je n'ai pas connu la pratique réflexive, sauf que ça fait 23 ans que je suis dans mon CPE, sauf que je suis fière aujourd'hui d'entendre ce que vous venez de dire. Dans mon 23 ans, j'ai pris un virage il y a 13 ans où j'ai fait de la pratique d'instinct. Wow. Ça, je suis assez fière. Je veux vous le dire, j'ai les caractéristiques que ça prend. Et je ne fais que ça depuis, et ça, mais pas de la façon dont vous l'expliquez un peu plus théorique, mais je la comprends toute. Et j'en suis fière parce que c'était... En fait, je me suis simple... En fait, c'est sûr que moi, quand vous parlez... Cette dame qui vient de dire aussi la conscience de soi, c'est vraiment ça. J'ai eu un virage personnel dans ma vie et insatisfaite un peu dans mon milieu de travail. Avec aussi, quand on rentre dans un milieu de travail, il y a des plus vieilles que nous. À ce qu'on rêvait d'être est un petit peu saboté par les plus vieilles. Alors, j'ai mis de côté tout ce que j'aspirais, tous mes rêves, pendant 10 ans. Mais heureusement, il y a eu un changement. Exactement. Alors, et là, je l'ai pris, le virage. Et vraiment, c'est génial, puis j'adore ça. Et j'amène mon équipe aussi. Et le non-jugement, tout ce que vous dites, là, j'y travaille très fort. J'y vais là-dedans sans formation. Bien, vous m'emmenez à ma troisième question là, dans vos propos. Dans le fond, parlez-nous donc des initiatives dans lesquelles vous vous impliquez dans vos milieux respectifs pour aider finalement les étudiants et les praticiens à développer la pratique réflexive. On le fait de façon intuitive, mais là, comment ça se passe dans vos milieux? Ben, je pense qu'on va laisser Lise raconter comment ça se passe. Je suis très sensible à ce que vous dites. Je suis très sensible à ce que vous dites et quand je mentionnais en début que, bon, quand j'étais directrice, je travaillais de cette façon-là avec mon équipe. Bon, j'ai une formation en sociologie, ça aide un petit peu, j'avais en tout cas déjà lu un peu là-dessus, mais il y a moyen simplement de juste prendre le virage, de se poser des questions et de se dire qu'on peut faire partie, qu'on fait partie intégrante du problème. Alors, on a toujours travaillé de cette façon-là, ça se fait. Mais évidemment, il y a déjà quelques années. Et ce que vous nommez, bon, c'est les coupures qui sont dans le réseau sont absolument sont affreuses, sont en train de mettre la hache dans le réseau, là. On se le cachera pas. Et ça a un effet, là. Donc, on n'a plus de temps de réunion où on peut, le peu de temps de réunion qu'il peut y avoir est consacré à des éléments techniques. Alors, on n'a pas le temps de s'asseoir puis de se questionner sur des cas spécifiques, puis qu'est-ce qu'on fait en équipe, quelle décision on prend par rapport à telle situation avec tel parent, tel groupe de parents, tel parent, comment on peut en équipe donc se doter d'une intervention qui va être cohérente auprès d'eux, entre nous se supporter. Alors ça, c'est extrêmement difficile dans le milieu comme tel. Quand vous nommez aussi que quand on arrive dans le milieu, comme diplômé, fraîche diplômée, on va se faire ramasser en disant, regarde, ça c'est de la belle théorie de prof, là, puis viens-t'en en pratique, là, puis tu vas voir. Bon, alors, malheureusement, il y a cet aspect-là qui existe et qui existe encore.
Mais ce que je vois avec, la halte garderie, elle existe depuis 2005, alors ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est là et qu'il y a des éducatrices qui ont été formées. Et quand je les revois, quand elles sont dans le milieu, elles deviennent un peu plus des moteurs de changement. Elles sont plus convaincues, elles se sont plus exercées et elles ont la chance justement de pouvoir plus influencer le milieu. Alors ça, c'est un élément qui a un effet. C'est un moteur de changement, oui, c'est ça. Alors ça, c'était aidant. Et évidemment, par le fait d'avoir, je vais donner un petit peu la description technique, mais alors j'y vais comme ça, puis je vais revenir à l'idée de la pratique. Alors, donc, à la halte comme telle, j'avais mentionné tantôt, là, nous travaillons donc les étudiants sont reçus pendant 2 sessions, 5e et 6e session de leur formation, à raison de 2 jours semaine, à l'automne et à l'hiver. Elles sont donc par un local, il y a un professeur, une éducatrice guide qui a fait déjà la formation, qui a été formée à la halte, 6 étudiantes et des enfants. Et les enfants que nous recevons, c'est la concentration donc des enfants qui peuvent avoir, qui proviennent de familles, comme je l'ai mentionné tantôt, là, qui ont des besoins plus particuliers sous quelque forme que ce soit. Et évidemment, la clientèle parent aussi. Donc, la compétence de collaborer avec les parents, elles sont obligées de la pratiquer parce que là, c'est elles qui sont devant les parents. Nous sommes derrière. Également, une des autres conditions aussi, c'est que le ratio, il est très petit. Alors, une éducatrice va s'occuper de 1, 2 ou 3 enfants. Donc, si j'ai un enfant qui a un TSA ou qui est en attente de diagnostic d'un TSA, l'étudiante en a un, ça va être suffisant pour elle. Alors, elles sont responsables aussi du programme d'activité et elles sont responsables en équipe de l'aménagement du local. Et quand se font les activités avec les enfants, les ateliers, là, à ce moment-là, l'étudiante va s'occuper de 5 ou 6 enfants dans l'atelier. Alors, il y en a une qui anime, il y en a une qui soutient et il y en a une qui observe. Alors, c'est comme ça que l'on procède, ce qui fait qu'elle va s'exercer avec plusieurs enfants, mais comme je vous mentionnais, dans le groupe d'enfants, ce sont quand même 6 enfants qui sont déjà des cas particuliers, là, entre guillemets, là, parce que ce sont des belles sources d'information et d'apprentissage. Matin et soir, on a des tutorats. Ce qui fait qu'on fait le retour sur les événements qui se sont passés dans la journée, comme mentionnait Nathalie, là, alors des retours critiques et des techniques d'incidents critiques. Ce qui fait qu'on va prendre des situations particulières, donc on va les choisir ensemble. Alors parfois, les étudiantes vont dire, j'aimerais qu'on vienne sur telle situation, et en équipe aussi d'éducatrices profs, on regarde quelles sont les situations qui nous sont apparues, nous, aussi importantes. Alors des fois, des étudiantes vont avoir vu des situations qu'elles vont avoir considérées comme anodines, et nous, on voit, il y avait quelque chose là. Alors, on reprend la situation. Puis là, les étudiants, pourquoi vous voulez analyser cette situation-là? Et là, on les questionne. Et là, on leur fait découvrir des aspects qu'elles n'avaient pas vus. Alors, c'est ça la richesse de ce travail-là, de cette façon-là. Et la merveille aussi, c'est de travailler avec les équipes, donc avec les familles. La compétence collaborer avec les parents, qui est une des 22 compétences du DEC, elle est difficilement transférable, évidemment. Quand elles font un stage en milieu régulier, ils ont toujours le loisir de se cacher derrière l'éducatrice guide. Et puis, on peut faire, oui, c'est ça qui est ça. Oui, et les parents vont dire, on dit bonjour, vieux! Alors là, elles sont devant. Et évidemment, notre clientèle, elle est hétéroclite et c'est ce que l'on aime. Et elles doivent vraiment apprendre elles apprennent à entrer en relation et développer la relation de collaboration. Alors, quand le parent entre à la halte et ne dit pas bonjour, laisse son enfant, repart. Alors, il faut qu'elle trouve le moyen d'entrer en relation avec le parent. Quand le parent s'occupe seulement d'un enfant, ne voit pas l'autre enfant, alors ça vient évidemment les chercher beaucoup. Alors, on traite qu'est-ce que ça vient chercher, et de 2, on voit quelle stratégie on va développer. Cette année, d'autres années, on a régulièrement des situations où le parent découvre que son enfant a peut-être un problème quelconque. Alors, on va faire le suivi avec le parent, donc, et l'étudiante en fait partie de toute la situation qui va mener au diagnostic. Alors, de l'annonce qu'on fait, quand le parent nous arrive, il nous dit, je viens d'avoir le diagnostic, qui s'effondre ou bien qui est en déni. Alors, on vit cette situation-là, les étudiantes le voient, le vivent. Et dans la panoplie de cas qu'on peut avoir à l'intérieur d'une journée, les étudiantes, donc, elles en ont analysé, elles en ont vu plusieurs. Ce qui fait que quand elles arrivent en milieu,
mais elles ont cette... oui, c'est un réflexe, cette expérience-là. Ce qu'on entend des milieux, ce qu'ils nous disent, c'est les étudiantes arrivent avec ce sentiment de confiance-là. Tu sais, c'est bon. Alors, les enfants qui sont turbulents à l'intérieur d'un groupe, c'est OK. J'ai déjà vu ça. Et ce qu'on fait, un élément aussi que je veux mentionner, on a la portion 0-5 ans avec la halte garderie. On porte le nom halte garderie parce que les parents, ça leur dit quelque chose, mais on est une exclusion de la loi. On n'est même pas une halte garderie. Alors, on est légalement une exclusion de la loi, l'article 2,4. Et on a également la portion du camp de jour, donc au cégep, alors qui est une portion pour les 5-12 ans, où une autre équipe de professeurs fait le même genre de travail, mais avec les enfants de 5-12 ans. Puis là, ces enfants-là, ce sont les enfants qui nous proviennent des parents du cégep. Alors, dans les conditions particulières, donc, mais on peut couvrir le 0-12 ans. Je dis responsable. Il y a évidemment aussi, le petit ratio fait qu'elles sont obligées d'aller au bout de leurs interventions. On ne peut pas se cacher devant. Ça ne marche pas, mais les autres suivent. Là. À dire que c'est plus facile parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Au contraire. Et c'est aussi la maîtrise des situations en petits groupes qui permet une meilleure généralisation. Notre équipe de profs nous le dit quand elles vont, parce qu'on a un stage à l'international, quand elles vont en Afrique, les étudiants de la halte sont celles qui souvent réussissent le mieux à gérer le groupe de 40. Alors, cette expérience, donc, vraiment, c'est documenté, là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je parle pas pour les 40, là, je veux dire que de maîtriser en petits groupes permet une meilleure généralisation. Et le fait aussi que les étudiantes sont responsables de l'aménagement, elles en font l'analyse. Alors, qu'est-ce qui a cloché? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? Alors, donc, on passe au travers là, de tous les aspects. Je pense que j'ai fait le tour pour le moment. J'en parle encore. C'est passionnant. Tu veux que je parle de l'évaluation? Oui. Oui, on s'est fait évaluer. Ça, les étudiantes l'ont aimé. Alors, la raison pour laquelle Lise est là aussi, c'est que cette expérience-là est particulièrement inspirante, puis elle illustre beaucoup la maîtrise de l'approche de la pratique réflexive. Mais moi, je fais partie en fait, je suis la chercheure responsable de l'évaluation, d'implantation et des effets de cette approche-là qui se vit à l'intérieur d'un stage. Et en évaluant cette recherche-là, on a rencontré plusieurs conditions, mais si je peux vous parler un peu de ce que les étudiantes en disent, parce qu'on a fait des entretiens avec les étudiantes qui ont fini la formation et qui sont maintenant en emploi. Donc, 6 mois plus tard, on a fait toutes sortes d'évaluations, mais je vais vous parler surtout de celle-là. Alors, ce qu'elles nous disent, c'est que surtout, il y a des conditions particulières qui semblent faire que ça fonctionne bien à l'intérieur de ce que Lise nous a raconté. Entre autres, les rencontres quotidiennes de tutorat de groupe suite aux journées avec les enfants. Donc, c'est pas si long que ça. Parce que les journées sont plus courtes pour eux avec les enfants. Les parents viennent chercher les enfants vers 3h, 3h30. Oui, c'est entre 15h, 15h30, puis c'est de... Donc, ils font cette... 3 quarts d'heure, 1 heure de 3 quarts d'heure, 1 heure tous les jours après, puis un peu le matin. Mais ça semble pour les étudiants les avoir particulièrement aidés à développer, parce que c'est dans la pratique puis dans la répétition qu'on apprend. L'usage aussi des incidents critiques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui sont analysés en groupe avec les enseignants et qui sont des enseignants expérimentés qui ont vécu les événements avec eux. Donc, peuvent revenir sur la réelle situation qui s'est passée. Parce que souvent, au début, quand on apprend, on a notre prisme, puis on présente peut-être pas tous les aspects de la réalité. On les a peut-être pas vus non plus dans le cœur de l'action. C'est souvent ça. Et le fait qu'il y ait une clientèle qui présente des défis, mais qui soit vue en intensif. Et cette clientèle-là, elle est présente avec un petit ratio, mais ça fait aussi que les étudiantes peuvent vivre des succès. Tu sais, c'est moins... ils ont plus de chances, en fait, de vivre des succès parce qu'ils sont accompagnés, parce que les enseignants sont avec eux tout le temps. Et le fait de vivre des succès, ça donne le goût de poursuivre puis de s'engager aussi dans cette pratique-là. Donc, le taux d'encadrement faible, il n'est pas anodin. Puis le fait de ne pas être seul, ça fait moins peur aussi. Aussi. Si ça marche pas, Puis ça arrive, tu sais, dans la façon dont il fonctionne, comme l'enseignante est toujours dans le groupe, à un moment donné, l'enseignante voit que l'étudiante est en train de paniquer, elle ne sait pas quoi faire, veux-tu, je vais prendre ta place, puis ça se fait dans le respect, puis dans l'humilité, puis c'est très bien.
la disponibilité aussi des professeurs pour des rencontres individuelles ponctuelles au travers de ça. C'est-à-dire que ça, ils nous ont parlé beaucoup de ça. Si, par exemple, il arrive un événement qui est vraiment dérangeant pour l'étudiante puis qu'elle perd ses moyens, bien, il y a d'autres personnes dans le groupe, fait qu'ils se retirent ensemble puis ils vont discuter à l'extérieur de ce qui se passe, puis on prend soin de l'émotion qui a émergé ou qui est vécue parce que ça fait partie aussi de la réalité. Puis la possibilité de modeling, hein, tu l'as relevé tantôt, le fait que les enseignantes modélisent la pratique devant les étudiantes et qu'elles l'aient vu à plusieurs reprises et qu'elles les voient se tromper, ça aussi, ça a été reflété et identifié par les étudiants comme un facteur ou une condition de succès particulière. Donc, il y a beaucoup de conditions, mais c'est ce qu'on est en train d'évaluer. On est en train aussi d'évaluer l'effet sur la pratique réflexive sur les étudiantes. On les a analysées dans des écrits, à l'oral, dans des tutorats, on les a enregistrés. On est tout en train de regarder ça. Ce qu'elles rapportent de l'expérience semble positif. Puis on leur demande, en faites-vous maintenant, hein, on leur a demandé dans l'entretien, puis ils nous disaient, ben moi, il n'y en a pas vraiment qui se fait dans mon milieu de garde, mais j'ai continué à en faire spontanément dans mon auto. Quand je reviens de travailler dans mon auto, je réfléchis. Une autre, elle dit, ben moi, j'en parle avec quelques-uns. Donc, il y a comme un certain transfert qui se fait, puis peut-être éventuellement une contamination positive. Tant mieux. C'est le milieu hein, pour se donner la contamination. C'est ça. Puis je me disais, parce que tous les gens qui sont venus ici, peut-être qu'il y en a qui aspirent à avoir un jour un modèle qui ressemble à la Halle Garderie. Là, vous êtes en train d'analyser les résultats. Est-ce qu'un jour, vous comptez partager toute cette démarche-là, comme inspirer, contaminer? En fait, on était à l'étape d'analyse puis de rédaction du rapport et tout ça. Puis Lise est à l'étape de rédiger des outils d'accompagnement. Donc, dans la prochaine année, on a oublié de souligner que cette étude-là a été financée par Avenir d'enfants. Très important de le dire. Mais dans la prochaine année, c'est l'étape là, où on va essayer de voir au niveau de la diffusion. Il y a déjà des écrits, des articles scientifiques qu'on a publiés avec Joanne. On a écrit un chapitre de livre avec Julie qui est là aussi. On a quelques publications. C'est dans quel livre, des fois? Il n'est pas encore publié. Il s'en vient. C'est ça. Il y a un article qui est publié sur l'approche avec les parents, les effets. En français, d'ailleurs, qu'on pourrait faire connaître là, après, mais en français, sur qu'est-ce qu'on a observé des effets de cette pratique-là sur les parents qui fréquentent cette halte-là, parce qu'on a évalué aussi les effets sur les parents et sur les enfants. Donc, on a vraiment... les écrits s'en viennent. Ça s'en vient dans les prochaines... Moi, je vous demande de les envoyer au gouvernement. Ce que je pourrais ajouter, je voulais faire de pouce sur l'observation, parce que ça revient souvent. Il faut savoir comment observer pour pouvoir être réflexive comme praticienne. Puis, je voulais vous parler d'un outil, je ne sais pas si vous êtes au courant de la documentation pédagogique. Ouais. Alors, je pense qu'il y a... dans le fond, il y a Alexandra qui fait une mémoire de maîtrise là-dessus, mais ça provient de Reggio Emilia, puis c'est l'idée on va documenter de façon très visuelle les apprentissages des enfants. Alors, avec des photos, on va noter les paroles des enfants, mais c'est pas juste pour avoir une belle affiche ou une belle exposition, c'est vraiment pour pouvoir réfléchir en équipe à partir d'un objet concret. Alors, on regarde ça, on regarde ce que les enfants ont dit, on repense en équipe, avec les enfants, avec les parents, pour nous permettre, en fait, de vivre notre cycle pédagogique, de mieux planifier, mieux intervenir et de partir de ça. Alors, je pense que c'est vraiment un bel outil qui soutient la pratique réflexive. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un article qui a été publié par Alexandra en français sur l'approche. Donc, on pourrait aussi faire circuler.
Peut-être un petit mot rapidement, à Cassiopée, on est des praticiens réflexifs. Donc, la pratique réflexive s'inscrit dans tout ce qu'on fait, autant entre nous, quand on monte des formations, des ateliers, que quand on accompagne des équipes, que ça soit en formation standard, habituelle, 6 heures. C'est très difficile à faire, la pratique réflexive. Moi, j'appelle ça semer des graines. Je me mets pas trop de pression sur... Soyons humbles, oui, effectivement. Mais il y a quand même un effort qui est fait justement pour semer des graines qui ont un potentiel de germer si le terreau est fertile, s'il y a suffisamment de soleil, d'eau. Bon. Par contre, les outils qu'on développe, les accompagnements qu'on fait veulent permettre cette pratique réflexive-là. Est-ce qu'elle est tout le temps réalisée après coup? Possiblement pas. Mais elle veut permettre ça. Donc, cet aller-retour-là de la pratique à la théorie constant. Et puis, à ce titre-là, on accompagne aussi la plupart du temps à 2 niveaux, les gestionnaires et les équipes, parce que pour nous, c'est important. Ça ne peut pas s'inscrire autrement, la pratique réflexive. Un gestionnaire qui y croit contamine positivement son équipe. Mais inversement, des fois, on a vu ça aussi. Ça vient de l'équipe, puis ça convainc les gestionnaires parce qu'ils voient les effets positifs. J'ai accompagné une équipe d'un CPE qui se sont rendus compte de la nécessité du temps. Il y avait fait les coupures, comme partout, en temps pédagogique, etc. Plus de pièces de casse-tête disponibles, puis ils se sont rendus compte, on n'a pas le choix. Si on veut professionnaliser nos équipes, on va se donner... Donc, ils ont aménagé, ils ont été très créatifs, mais ils ont trouvé des façons de faire pour se donner cet espace-là. Donc, voilà, c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait à tous les jours. Je vois tellement qu'il le fait entre les doigts, puis là, je vois des mains levées. Puis après, on aura du temps. Oui, après, on prend un petit mousseux, excusez-moi, pas un petit vin, un petit bout de pomme. Virginie, Nathalie, vous avez dit on va mesurer l'impact sur les enfants, je ne sais pas si j'utilise bien vos mots, et sur les parents. Je suis très intriguée de savoir comment est-ce que vous mesurez l'impact. Je peux comprendre sur les enfants parce qu'ils sont sur le terrain, où on peut voir, et quand vous parlez du parent qui laisse son enfant et qui repart tout de suite, comment est-ce que vous mesurez cet impact sur les parents? Là, tu m'amènes dans un autre volet, mais c'est parce que l'étude, on a d'abord fait ce qu'on appelle une théorisation du programme. On a établi le modèle logique. Puis dans le modèle logique de ce programme-là, il y a une visée de soutenir les parents d'une certaine façon avec une approche particulière. Donc, on a évalué, est-ce que, dans le fond, les effets qui sont théorisés sont rencontrés. Mais ce qu'ils souhaitent à l'intérieur de cette approche-là, c'est que les parents développent certaines capacités d'interaction avec eux et qu'ils soient plus ouverts à entendre ce que les éducatrices, les enseignants leur disent à propos de leur enfant, qui s'ouvrent à une collaboration. C'est des gens souvent qui viennent d'un milieu difficile et qui ont vécu des mauvaises expériences avec des intervenants, qui souvent des relations très autoritaires. Donc, d'installer ce climat de confiance-là qu'ils installent avec les étudiantes, mais ils l'installent aussi avec les parents. Et ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'on voit des changements chez les parents? Par exemple, un parent justement qui ne parlait pas à personne, qui ne regardait pas personne, qui ne souriait pas, qui ne disait pas bonjour. Est-ce que ça change dans le temps? Fait qu'on a évalué des petits indicateurs comme ça qu'on a observés matin et soir pour voir s'il y avait une évolution et on a constaté une très grande évolution. En tout cas, une différence significative sur plein de petits indicateurs. Ça fait l'objet d'un article qu'on a publié dans la Revue internationale d'éducation familiale. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qu'on théorise dans cette approche-là, c'est que avec l'approche qu'ils mettent en place, qui est une approche très respectueuse, très accueillante, non jugeante. Ils ne veulent pas changer de parent. Ils ne veulent pas les changer, mais le parent, progressivement, qui ne voyait pas son enfant, qui souvent n'était pas capable en fait, ne voulait pas entendre ce qu'on avait à lui dire,
commence à observer comment l'éducatrice agit avec l'enfant, voir que ça fonctionne, se sent accueilli, se sent plus en confiance. Puis on voit avec le temps un changement de posture, tu sais, la posture de résistance aux interventions qu'on dit souvent chez les parents qui sont suivis par la DPJ, par exemple, ben, elle change avec le temps et on peut attribuer ça probablement partiellement à ce climat-là qui est un climat plus positif. Donc, c'est ce genre d'effet-là qu'on est allé voir, puis on les a aussi questionnés sur la satisfaction qu'ils ont de vivre dans ce milieu-là. Puis, ultimement, notre but ultime, et le but ultime de tout ça, c'est de dire, ben, est-ce que ces parents-là vont être plus ouverts à fréquenter un service de garde régulier par la suite? Parce que on dit souvent que ces parents-là ne veulent pas aller dans des services de garde réguliers régis, parce qu'ils ne se sentent pas accueillis, tout ça. Donc, en ayant vécu une expérience positive, est-ce que ça les amène? Et c'est un enjeu important que ces familles-là fréquentent les services parce qu'ils sont conçus pour eux aussi. Merci. Je prendrai une dernière intervention, madame, au fond. Je veux revenir un petit peu sur ce que Lise vous nommait plus tôt quand vous faites le retour avec les éducatrices, les étudiantes, tout ça, sur une situation qui a été choisie, puis qu'à quelque part, vous réfléchissez à voix haute avec elle. Vous, elle, ensemble, etc. Puis qu'on se relance la balle de cette façon-là. Puis l'image qui m'est venue spontanément, ben, je pense qu'en termes de supervision, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Oui. Mais quand on parle d'étayage avec les enfants, c'est de ça dont il est question au niveau des enfants d'une certaine façon, dans le sens où l'éducatrice qui voit que l'enfant, ça marche pas, qu'il est en train de se décomposer, que bon, elle va l'accompagner là-dedans, à identifier un petit peu ce qu'il peut ressentir, mais aussi en lui posant des questions sur qu'est-ce que tu penses qui se passe, ou les copains autour sont mis à profit aussi. Fait que pour moi, tu sais, c'est pas... Oui, c'est différent parce que ça implique personnellement l'accompagnatrice et l'éducatrice, mais cet exercice-là, théoriquement, il est déjà réalisé au quotidien dans le travail d'éducatrice à un autre niveau, hein, d'accord. Puis les enfants, ils n'ont pas notre rationnel, ils n'ont pas notre vécu, ils n'ont pas... Mais ils en ont un quand même. Puis ils ont leurs moyens aussi de se faire comprendre et de se comprendre entre eux et de s'allier entre eux contre ou pour nous. Je trouvais juste que des fois, je me posais souvent la question face à des éducatrices que j'arrive avec cette façon de faire-là, mais qui est un peu, je suis arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, avec cette vision-là, puis cette façon-là de travailler, qui est un peu comme madame, j'ai un peu développé sur le fly, puis je trouve que cette analogie-là aide à décentrer la pression qu'elle se met, qu'elle ressente, ou de dire, ben oui, mais là, c'est pas moi le problème, là. Ben, lui non plus, c'est pas lui le problème. Non, c'est ça. Voilà, c'est la situation. Tu sais, je trouve que cette façon-là d'amener les choses, quand tu es interpellé par le service de garde pour soutenir peu importe quoi, mais que ton travail, c'est de travailler avec l'éducatrice, pas avec l'enfant, ben je trouve que c'est moins abrasif face à certaines résistances, face à une incompréhension de ce que tu es en train de faire avec elle. Ben, c'est pas rapport. Il faut mettre en place un contexte où tout le monde va être bien et accueillir ce fonctionnement. Ce que tu dis, en fait, ce que j'entends, c'est que c'est moins menaçant, en fait, quand on leur dit, ben ce qu'on est en train de faire, c'est la même chose que tu fais avec les enfants, puis c'est l'approche socio-constructiviste, c'est l'étayage, c'est l'accompagnement, mais c'est effectivement ça. Puis je pense que c'est aussi présenté comme ça, là. Tout à fait. Si on ne commence pas à dire à l'éducatrice, tu fais partie du problème. Mais tu fais partie de la solution, par exemple. Tu fais partie de la solution. Et dans ce qu'on peut, à la halte ou ailleurs, là, comme ce qu'on vit avec les situations que vous nommez, qui sont vécues avec les enfants, on fait aussi ces observations-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les enfants ont résolu le problème? Puis, qu'est-ce que vous comprenez dans ce qui s'est passé? Alors, tu sais, on analyse tout ça. Et je suis bien d'accord qu'il faut y aller. On travaille avec des êtres humains et préserver la dignité de la personne et aussi s'assurer de... Il y a des zones qu'on ne doit pas traverser. Bon, alors, des choses qu'on ne doit pas nommer. Bon, avant que
avant que je travaille à l'AL, j'accompagnais là, des éducatrices en milieu. J'ai fait la formation également. J'avais des contacts avec les milieux, nos milieux associés qu'on appelait, là, et avec les, bon, quand il y avait des problématiques que j'allais donner les coups de main. Et puis, donc, c'est ce que vous nommez, c'est exactement, là, on part comme ça, puis on voit comment on va pédaler pour arriver quand on a compris le problème, à ce que la personne se l'approprie, qu'elle le voit, qu'elle le regarde, et qu'elle trouve la solution. C'est toujours, encore une fois, c'est elle qui va la trouver, c'est pas nous qui allons lui aider. On va réfléchir ensemble. Puis je trouve que ça aide à être indulgent envers soi-même, comme accompagnateur, parce qu'on ne va pas bien résoudre, mais comme éducatrice, parce qu'elle n'arrivera pas du jour au lendemain à ce que ça change, à ce que cet enfant-là fonctionne mieux dans tel contexte, peu importe. Je trouve qu'on est plus indulgent envers chacun. Oui. Et donc, tu sais, justement, la pression, tout ça, on la vit moins. C'est vu de notre point de vue, je trouve ça aide. On n'arrive pas comme la personne spécialiste qui vient régler les choses. D'aucune façon. On travaille, je vois qu'il y a en fait, je pense que la rencontre se terminera pas à cette heure. Mais je pense qu'elle va prendre une autre forme, c'est-à-dire un partage devant quelques petites bouchées de façon plus informelle. On va se lever, vous allez pouvoir continuer. Mais dans un premier temps, j'aimerais vous féliciter et vous remercier d'avoir été d'avoir contribué par vos questions à ce partage-là. Des fois, on a une idée, mais ça nous amène à répondre à d'autres choses. Donc, je vous invite à rester pour la suite et à être présent pour les prochaines rencontres. Alors, encore un bon merci. Bonne soirée. Merci.